Bonjour à tous, c'est une tracasserie du quotidien dont on sous-estime parfois l'ampleur et les conséquences. Le démarchage téléphonique est en quelques années passé de la sollicitation commerciale à de la gêne. Rares sont ceux qui échappent aux appels, SMS et messages sur les réseaux sociaux. On a ainsi vu une étude publiée en 2023 par l'UFC Que Choisir, selon laquelle 72% des personnes interrogées déclarent être démarchées au moins une fois par semaine sur leur portable, et c'est même 38% des Français qui reçoivent au moins un appel par jour. Des chiffres vécus comme du harcèlement par une immense majorité des consommateurs. 97% se disent agacés par ces sollicitations non voulues, au point que plusieurs textes ont été votés pour endiguer le phénomène, mais vous allez l'entendre, sans grand succès. Des appels téléphoniques qui sont aussi parfois de vraies arnaques, des fraudes, où certains perdent plusieurs milliers d'euros. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, 5 Français vont témoigner de leurs difficultés, de la façon dont ils ont fait face à ces appels incessants ou à ces arnaques. Mais ils vont aussi proposer des solutions. Bonjour à tous les 5 et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous allez témoigner de vos expériences partout en France et vous allez parler de ces arnaques liées au phishing, le hameçonnage en bon français, et aussi ces rançongiciels qui concernent les petites communes. Nous verrons s'il existe des conseils, des solutions pour mieux s'armer face à ces menaces pas du tout virtuelles. Et pour commencer, nous allons dans les Deux-Sèvres pour retrouver Frédéric Dallet. Bonjour Frédéric, vous avez 46 ans, vous êtes cuisinier et comme des millions de Français, vous n'en pouviez plus des appels incessants. Démonstration en images avec cette séquence que vous avez tournée pour nous. Oui, allô? Allô? Non, oui. Ben non, je suis pas intéressé. Non. Non, ça fait déjà 3 fois que vous appelez, là. Donc ça suffit maintenant. Des appels comme ça, c'est 5 à 10 par jour à certains moments. C'est vraiment, vraiment très pénible. Il va falloir vraiment que ça cesse. Et bonjour Frédéric, vous le dites dans votre petite vidéo, des appels comme cela, vous pouviez en recevoir jusqu'à 5 à 6 par jour. Et dans votre cas de figure, ce n'est pas du tout anodin. Racontez-nous pourquoi. Ben parce que déjà, quand on est dans des horaires décalés, bon là je faisais les 2-8, mais je pense aussi aux personnes qui faisaient les 3-8 et qui devaient laisser leur combiné branché pour X raisons. C'était incessant. Le repos, c'était pas possible, quoi. Oui, parce qu'on le rappelle, vous êtes cuisinier de profession, donc vous aviez des horaires et un rythme décalé, avec aussi des horaires de nuit. Mais vous y a aussi quelque chose de personnel dans votre famille qui faisait que ces appels étaient aussi très dérangeants, c'est ça ? Ben, tout à fait, oui. Quand on a de la famille justement hospitalisée et qu'on attend le coup de téléphone pas très agréable, à chaque fois ça nous faisait sursauter, quoi. On se demandait et justement quand on tombait sur ce genre d'appel, ça agaçait vraiment à un point. Enfin, ça rajoutait à la douleur en plus de la situation. Oui. Et alors de quoi est-ce qu'on parle ? Vous le disiez, 5 à 6 appels par jour, mais qu'est-ce que les gens cherchaient ? C'était des appels qui concernaient quoi exactement ? Oh, c'était très varié. Ça va jusqu'à des travaux que soi-disant j'avais fait dans les combles alors que c'était pas possible chez moi. Donc là déjà je savais très bien que c'était une arnaque. Tout ce qui était mutuel, le compte CPF, il y a eu une très grande époque compte CPF avant qu'il y ait justement une autre loi qui soit votée pour ça. Et personnel de formation, oui. Voilà. Et tout ce qui est après ouverture de magasins à côté où il fallait venir avec sa femme, qui avait des cadeaux mirobolants, des appels de voyantes qui voyaient pas que j'en avais rien à faire du coup. Et non, j'avais tout un tas de raisons fallacieuses qui étaient pas que je prenais pas au sérieux, quoi. Ouais. Vous parleriez d'une gêne ou est-ce que ça allait plus loin, ça vous mettait en colère ? À quel degré d'appréciation vous aviez de ces appels ?
Oui, ça me mettait en colère au bout d'un moment, quoi, parce que quand ça n'arrêtait pas du tout, alors qu'on attendait un coup de téléphone, c'était vraiment, donc non seulement c'était vraiment incessant et en plus, à la rigueur, le coup de téléphone qu'on attendait aurait pu être refusé parce que justement, on était déjà en ligne. Merci pour ce premier témoignage. Vous restez avec nous, on revient vers vous tout de suite, Frédéric, mais pour réagir à ce que vous venez de nous dire, j'accueille sur ce plateau 3 sénateurs qui vont pouvoir dialoguer comme cela avec nos témoins aujourd'hui. Pierre-Jean Verzelen, bonjour. Vous êtes sénateur des Indépendants de l'Aisne. Les Indépendants, c'est le groupe présidé par Claude Malhuret au Sénat qui rassemble les sénateurs de la droite Macron compatible. Et vous avez porté l'an dernier, à l'automne dernier, une proposition de loi pour réglementer encore davantage le démarchage téléphonique. On va y revenir. Et il faut que l'on explique là où nous en sommes en matière de régulation de ce démarchage et vous allez pouvoir le faire avec nous. Olivia Richard, bonjour. Vous êtes sénatrice centriste des Français de l'étranger. Vous étiez la rapporteure de la proposition de loi sur le démarchage téléphonique, donc vous connaissez très bien ce sujet également et vous allez pouvoir comme ça aussi témoigner avec nous. Et enfin, nous accueillons Olivier Cadic, bonjour. Bonjour. Sénateur également représentant les Français établis hors de France au groupe centriste. Vous êtes un spécialiste des cybermenaces. Vous avez même été vous-même la cible d'un espionnage étranger. Vous nous raconterez tout cela. D'abord, une réaction au récit de Frédéric, Monsieur Verzelen. On peut le dire, ce sujet semble léger a priori, mais c'est devenu une obsession pour certains de nos concitoyens qui n'en peuvent plus. Mais comme l'a décrit Frédéric, il y a tous les degrés dans le démarchage téléphonique. Il y a le côté pénible, le côté exaspérant. Et à certains moments, il y a des choses qui sont beaucoup moins drôles, beaucoup plus embêtantes, ce que Frédéric vient de décrire. Et il y a aussi, moi, comme élu, j'ai vécu des gens qui sont venus en permanence, où il y a eu des escroqueries sur des travaux à l'isolation. Et en général, le pied dans la porte, ça a été le démarchage téléphonique. Voilà. Donc il y a tous les degrés, mais en vérité, c'est plutôt exaspérant pour tout le monde. C'est plutôt un sujet qui fait l'unanimité. J'ai personne qui m'a dit « Oh là là, une loi pour encadrer les choses, il ne faut pas ». C'est plutôt complètement l'inverse. Ouais, on le disait dans la statistique, 97% des Français qui effectivement déplorent ce démarchage. Mais donc vous avez voulu changer la loi, on peut peut-être commencer à en parler tout de suite. L'idée, c'est d'aller plus loin dans la régulation de ce secteur. Moi, je l'avais intitulé « Interdire le démarchage téléphonique ». Donc ça allait très loin, mais l'interdiction totale n'est pas possible. Ce texte, il fait une chose, il change le cadre. Nous sommes depuis des années dans ce qu'on appelle le monde de l'opt-out. Ça veut dire quoi, pour faire simple? On considère que chaque Français est consentant pour être démarché téléphoniquement. Ce qui explique que Blocktel, que les encadrements d'horaires de métiers ont eu des succès plus que limités. Tout le monde l'a vérifié. Cette loi, à l'inverse, la donne. Demain, on rentre dans le monde de l'opt-in, alors pardon, c'est en anglais dans le texte, qui fait que chaque Français est considéré comme n'étant pas d'accord, comme n'étant pas consentant pour être démarché, sauf s'il est allé donner son consentement. Donc la boîte qui vous appelle, si vous n'avez rien demandé, elle ne respecte pas la règle. On va y revenir. Olivier Richard, vous aviez conscience de l'ampleur de ce phénomène pour certains de nos concitoyens avant de travailler sur ce sujet l'automne dernier? Bon, mais je pense qu'on est tous face aux mêmes difficultés. On a, vous voyez, tous des téléphones portables autour de la table et on a tous été, on ne va pas dire harcelés, mais je n'ai pas été moi-même démarchée plus de 10 fois par jour. Je n'ai pas connu ça. Et je n'imagine pas à quel point c'est exaspérant, monsieur, je me mets à votre place, et a fortiori avec un proche à l'hôpital, mais ne serait-ce qu'une fois par jour, c'est insupportable. Donc, conscience de l'exaspération des gens, oui, parce que je la partageais aussi. Moi, j'ai des enfants à l'école, donc je m'interdis de refuser les numéros, de ne pas décrocher à des numéros que je ne connais pas. Donc oui, consciente, oui. Et après, assez consciente aussi du pouvoir limité que peut avoir la loi, parce qu'on essaie de légiférer en la matière depuis 2014. Donc ça n'est pas un ballon d'essai et on voit bien qu'entre ce qu'on vote, la réalité, l'étendue de la fraude et une certaine impuissance de l'État face à l'immensité des moyens qu'il faudrait débloquer, peut-être aussi un peu de pédagogie, mais je crois qu'on verra ça plus tard. Oui, voilà, c'est pas si simple. Alors, avant de vous donner la parole, M. Cadic, Frédéric, qu'est-ce que vous avez pu essayer de faire pour vous prémunir de toute cette gêne exactement? Vous avez essayé certaines choses? Alors, essayer pour m'en prémunir, je ne voyais pas trop de solutions, sauf que au bout d'un moment, je me suis demandé qu'est-ce qui, eux, les embêterait. Pour retourner un peu la situation sur... j'ai cherché vraiment qu'est-ce qui les embêterait, qu'est-ce qui leur ferait regretter de m'avoir appelé, quoi. Oui, l'arroseur arrosé en quelque sorte. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, j'ai pris le parti, bah, après, faut prendre du temps aussi. J'ai pris le parti de leur en faire perdre du temps. D'accord. Parce que pendant qu'ils étaient avec moi, c'était qui ne croyaient pas à leur baliverne. C'était quelqu'un, justement, qui n'appelait pas, qui aurait pu croire en leur discours, quoi. Et Et se faire Frédéric, arnaquer pour certains. ouais, est-ce que vous avez essayé de vous inscrire à Blocktel, donc cette page Oui, qui permet de ne plus être ensuite référencé de la même façon? oui. Et Oui, ça a oui, fonctionné? je me suis inscrit à Blocktel en tout premier lieu et bah, ça a pas changé grand-chose, quoi. Alors peut-être que c'était qu'une catégorie qui était freinée, mais il y a une autre catégorie auquel il y avait aucun impact. Ouais. Quand on regarde de près le site Blocktel, on a vu le site sur Internet, il y a des trous dans la raquette, hein, c'est écrit dessus. Si on regarde le site, ça ne fonctionne ni pour la rénovation énergétique, ni le compte personnel de formation, ni les SMS, ni les courriels. Voilà, là, c'est plus un trou dans la raquette, c'est un énorme dysfonctionnement de ce système Blocktel, non, M. Cadic? Bah, les arnaques au démarchage téléphonique pour 2023, c'est pratiquement 1,2 milliard d'euros de dommages, 380 millions d'euros uniquement pour le faux conseil bancaire. Donc on peut prendre, ça vous donne conscience un petit peu des gens qui sont, à la différence de notre interlocuteur, qui ont su décrypter la menace, qu'il y a des gens qui se font vraiment avoir, que ça a des impacts. Il y a eu une affaire à Nancy l'année dernière avec plus de 1000 personnes qui avaient été escroquées. Donc on voit que c'est une problématique qui fonctionne, puisque si les gens font ça, c'est que ça marche. Et donc on a ces éléments, et c'est pour ça que je pense que c'était bienvenu. L'idée de faire un opt-in, comme ça a été proposé, je pense que c'est une première en Europe. Je ne crois pas que beaucoup aient fait ça en Europe, je ne sais pas combien. En tout cas, moi je suis au Royaume-Uni, et on est toujours dans le système opt-out, et donc Allez, on peut voir on verra si ça a un impact en tout cas. Frédéric, vous aviez une question pour nos sénateurs en plateau. Est-ce que vous pouvez leur poser, s'il vous plaît? Oui, alors justement, donc ce sera une loi française, mais par expérience, je sais qu'il y a ces plateformes ne sont pas forcément basées en France ou en Europe. Donc moi, justement, je me pose la question, c'est comment faire appliquer une loi française alors que ces appels viennent complètement en dehors de l'Union européenne Olivier Richard. pour pouvoir endiguer ça, quoi. Vous avez raison, une partie importante, ce sont des opérateurs qui sont basés à l'étranger en infraction avec la loi française. Ils n'ont déjà pas le droit d'utiliser... donc il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Oui. Des télécoms, et donc qui doit permettre d'identifier, de bloquer, de couper les appels en cours de route. Malheureusement, donc ça a été prévu par une loi de 2020. Le décret d'application pris par l'exécutif a été pris 3 ans plus tard. Donc tout prend du retard, et pour l'instant, ça n'existe, ça n'est mis en place que pour les lignes fixes. Or, l'essentiel maintenant des lignes sont sur les numéros de portable. Donc la proposition de loi de notre collègue aura permis au moins d'auditionner, d'entendre les différents acteurs et leur permettre de mettre un peu la pression et de nous expliquer pourquoi il y a tant de retard. Monsieur Verzelen, on voit que la loi a du mal à suivre, hein, même, vous voyez, on disait techniquement, les appels sur les fixes, les appels sur les portables. Comment expliquer cela? Non, mais sur le démarchage, il y a deux choses. Un, il y a la question des données. Des données qu'on a captées, qui se baladent, qui sont revendues, qui sont échangées. Ça, c'est une partie des appels. Et puis ensuite, c'est ce qu'a décrit notre collègue. Ce sont en fait des robots qui tournent toute la journée maintenant. Et ça devient la grande partie qui génère des numéros. Alors je veux dire, Blocktel, elle s'en fiche, hein, le robot qui tourne. C'est même plus quelqu'un qui... Il cherche des numéros toute la journée. Et dès qu'il y a un numéro BOM qui part, un téléconseiller ou une intelligence artificielle commence à vous prendre en charge et à démarrer la conversation. Mais quand bien même la plateforme d'appel est installée à l'étranger, les opérateurs peuvent détecter et couper ces appels. Et deuxièmement, il y a en général une entreprise qui, elle, est basée en France, qui a décidé de passer un contrat en ne respectant pas la règle. Donc c'est que si, normalement, on est en capacité d'aller la chercher. Je ne dis pas que le sujet est simple. Évidemment qu'il est complexe. Évidemment qu'il va vite. Mais quand la loi sera votée, après, c'est aussi la grande question de les lois qu'on vote, comment est-ce qu'elles sont appliquées. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va falloir que le gouvernement s'empare du sujet, s'empare des outils qui sont sur la table, mais
s'il s'y donne vraiment, il y a quand même moyen de considérablement résorber les choses. Eh bien, très bien. On va aller tout de suite voir notre deuxième témoin, une deuxième histoire. Nous allons en Normandie retrouver Dominique Ergotte. Bonjour Dominique, vous êtes retraité et pour vous, on ne parle plus d'appels dérangeants, mais on parle bien d'arnaque. Vous avez été victime de ce que l'on appelle le faux conseiller bancaire. Avant de vous entendre, vous allez nous montrer comment cela s'est passé. On regarde. Voici donc la pièce où j'étais tranquillement installée un après-midi en buvant mon café quand le téléphone a sonné. J'ai répondu. Bon, j'ai pas du tout pensé à une arnaque parce que ça paraissait tellement plausible que je me suis pas méfiée. Dominique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce faux conseiller, il savait tout de vous, c'est ça? Et bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, j'ai répondu alors que c'était un numéro que je ne connaissais pas. Et la personne que j'ai eue au bout du fil s'est fait passer pour un conseiller bancaire en me précisant. Alors, j'aurais dû réagir tout de suite parce que c'était un lundi et que le lundi, la banque est fermée. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai écouté. Il était tellement convaincant. Et puis surtout, il m'a fait très, très peur en me disant est-ce que vous avez accès à votre compte bancaire? Parce que je suis d'un service de la banque où on fait attention à toutes les fraudes et on s'aperçoit qu'il y a des mouvements anormaux sur votre compte. Et il connaissait tout de mon compte. Alors, il connaissait tout de moi, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance, ma banque, mon numéro de compte bancaire. Donc, il était tellement convaincant, tellement... Et puis, il voulait... Oui. Vraiment, il avait... De toute bonne foi, j'avais l'impression qu'il voulait essayer de m'aider. Dominique? Bon, évidemment, ce n'était pas le cas, mais bon, sur le coup... Oui. Et donc, j'ai ouvert mon compte et effectivement, j'ai vu qu'à ce moment-là, passaient des sommes, 200, 300 euros, 400 euros, qui étaient débitées aussitôt. Et je me dis, mais non, c'est pas moi qui fais ça. Et alors, il me dit, mais attendez, je peux vous aider, écoutez-moi bien, vous allez faire telle manipulation et tout. Ce que j'ai fait, et malheureusement, je lui ai donné mon numéro de carte bancaire. Et le lendemain matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai revérifié et j'ai vérifié mes débits de carte bancaire. Et heureusement, j'ai un paiement différé. Et là, mais j'ai vu qu'il y avait des sommes, ça faisait à peu près 1 000 euros, il y avait plusieurs sommes qui s'additionnaient. Et là, j'ai eu très très peur. Et là, je me suis traitée d'idiote. Et bon, et donc j'ai bloqué ma carte aussitôt. J'ai téléphoné à ma banque. Donc dans cette histoire, vous avez failli perdre beaucoup d'argent, mais famille rurale qui m'a dit t'as bien fait. Oui, donc, vous n'avez rien perdu dans cette histoire. Je n'ai vous rien êtes passé perdu. près de la catastrophe, mais vous avez réagi à temps. La catastrophe, oui, franchement. Et après, on n'est pas bien parce qu'on se dit je me suis fait arnaquer et pourtant je sais que ça existe. Ouais. Et j'aurais pas dû, quoi. Voilà. C'est ça, vous vous êtes senti vulnérable avec ce qui s'est passé par rapport à ça. Ouais. Parce qu'il était vraiment très, très convaincant, très persuasif, très gentil et pas du tout agressif, pas du tout... au contraire. Donc voilà. Donc, bon, ça s'est bien terminé pour moi, mais je pense que pour d'autres personnes, c'est catastrophique. Voilà. Olivier Richard. On voit cette vulnérabilité des personnes qui se disent, voilà, c'est ce qui m'est arrivé, je suis passé à 2 doigts de la catastrophe, mais j'aurais dû réagir, c'était un lundi, les banques sont fermées, on se sent bête et en même temps, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça arrive à n'importe qui, chère madame. Je suis très émue par votre témoignage. Je me serais fait avoir aussi. Vous avez eu de la chance, c'est un très bon réflexe après coup d'aller vérifier, de pouvoir éviter. On sait que tout le monde ne l'a pas, ce réflexe que vous avez eu. Et j'ai en mémoire, pendant les auditions, on a appris qu'une grande banque, dont je ne citerai pas le nom, a été condamnée à rembourser un client qui a vécu peu ou prou la même chose que vous. Là, en plus, c'était le même numéro de téléphone de la banque qui avait été utilisé par un faux conseiller. Et le monsieur avait été, le client, soulagé de 70 000 euros. Et la banque a été condamnée à rembourser. Vous voyez, enfin... vous en voulez certainement, et je le comprends, mais ne vous en voulez pas. Pour d'autres, ça a été pire, et je pense que chacun se ferait avoir. Hein. Monsieur Cadic, il y a une typologie comme ça des arnaques via les appels téléphoniques?
Oui, en fait, ça fait longtemps que j'ai demandé un peu qu'on sorte un top 10 des arnaques que subissent les gens. Et donc, cette arnaque au faux conseiller bancaire, c'est la numéro 7. D'accord. Et, et la première, c'est l'arnaque à l'infraction routière. Et on a comment dire, un descriptif que j'ai amené. Vous avez la liste ici, c'est sorti la semaine dernière. Donc on l'a pour 2024 sur le site cybermalveillance.gouv.fr, puisque c'est là que les gens vont quand ils se font arnaquer. Il y a un site, d'abord, il y a le site pour s'informer, cybermalveillance.gouv.fr, mais il y a maintenant le 17 cyber depuis le mois de décembre. Et là, vous pouvez vous connecter, vous êtes en relation directe en chat avec un gendarme ou un policier en fonction de votre code postal, et donc qui va vous amener, et tout sera prêt pour que vous puissiez ensuite aller porter plainte. Tout le document est fait avec le 17 cyber. Donc il y a une vraie évolution dans l'accompagnement des victimes pour pouvoir réagir, parce qu'elles sont toujours de bonne foi. Oui. Elles se sont toutes faites avoir, et comme le dit ma collègue, on peut tous y passer quand c'est tellement bien construit, c'est tellement bien fait que vous marchez dedans. Mais c'est ça, M. Verzelen, il y a une question de la confiance aussi. Il y a aussi des sites officiels, des personnes officielles qui sont comme cela, dont on usurpe l'identité avec ces appels. Là, c'est un conseiller bancaire, on l'a dit, ça peut être aussi le code de la route. Il y a une question d'usurpation aussi de personnalité réelle, qui complique encore plus l'équation. Mais là, c'est du démarchage à la base, c'est même pas du démarchage, ça c'est de l'escroquerie. Mais des gens qui cherchent à vous escroquer, c'est vieux comme le monde, et c'est passé par d'autres tuyaux, et demain ça passera par d'autres tuyaux, c'est comme ça. Moi j'ai travaillé en banque, et avec un collègue on a vécu l'inverse. Alors c'était pour des entreprises, c'était une copie de virement qui arrivait, une signature qui était bonne, un numéro de téléphone, on appelait pour confirmer l'opération, tomber sur quelqu'un, confirmer, virement parti. On parlait de plusieurs dizaines de milliers d'euros que la banque à la fin a dû assumer. Donc vous voyez, même les banques elles-mêmes, avec des gens dont c'est le métier, arrive à se faire escroquer. Mais sur les banques en général, d'ailleurs, pour avoir vu comment ça fonctionnait, déjà un banquier qui prend le temps de vous appeler. Alors, si vous êtes à découvert, peut-être, mais sinon, il faut se méfier déjà, parce que c'est plus dans l'opérationnalité. C'est pas vrai, il peut vous proposer des placements. C'est plus dans l'opérationnalité. Il peut vous appeler, ça arrive. C'est plus tellement dans l'opérationnalité des choses. Et après, je ne suis pas Julien Courbet, mais ces numéros de carte bancaire, en théorie, il n'y a aucune raison dans la vie jamais de les donner. Ça, il faut le rappeler. Dominique, est-ce que vous pouvez poser la question que vous aviez préparée pour les sénateurs, s'il vous plaît? Oui, alors moi, je me demandais si ce n'était pas possible de prévoir une loi qui oblige les banques à dédommager les gens qui se sont fait avoir quand la fraude est avérée et que les gens sont effectivement de bonne foi. Oui. Bon, normalement, je suis d'accord avec vous, on ne doit jamais donner son numéro de carte bancaire. C'est vrai, et moi je m'en veux d'avoir fait ça, mais je me dis, et pourtant, c'est pas faute d'avoir des alertes de la banque. On a régulièrement des messages de la banque, ou même des messages, je dirais, du gouvernement qui passent de temps en temps à la télévision. Mais malgré tout, on se fait avoir. Donc je me dis, et la banque vous dira, oui, mais c'est pas nous, c'est le service des cartes bancaires. Nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'ils vous disent pour se dédouaner un peu, quoi. Oui. Voilà. Olivier Richard. Bon, mais donc il ne se dédouane pas totalement, et quand l'arnaque est plausible, c'est-à-dire que vous pouvez prouver que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour vérifier que ça n'était pas une arnaque, eh bien, le juge considérera que la banque est responsable. Il y a de plus en plus de cas de banques qui rechignent à rembourser. Mais elles n'ont pas envie de rembourser parce qu'elles disent que ça n'a rien à voir avec elles, évidemment. Et le juge, ça s'appelle le spoofing, ce que vous avez vécu. Donc quand ça porte un nom, c'est que c'est suffisamment fréquent pour qu'on ait voulu le baptiser. Et donc, oui, in fine, si les personnes ont été suffisamment diligentes, et là, vous l'avez manifestement été, on considérera que c'est la banque qui est in fine responsable et va devoir rembourser. C'est pour ça qu'elle communique beaucoup. Une proposition de loi, ou votre proposition de loi qui s'étendrait à cette idée, qu'est-ce que vous répondez à Dominique qui nous écoute? Bon, alors déjà, la vérité, elle ne s'étendra pas à cette idée parce que le véhicule est déjà parti et voilà. Non, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui doit juger la situation. La banque a peut-elle, et je ne suis pas dans la défense de la banque, mais peut-être elle aussi a-t-elle respecté toutes les procédures, et quand on est en dessous d'un certain niveau de virement, c'est dans les contrats, et en fait c'est la personne physique qui passe, qui lance l'opération.
Et à partir d'un certain moment, et dans certains cas de procédure, la banque a l'obligation de faire des vérifications. Là, si elle n'a pas été à la hauteur, n'a pas fait les vérifications nécessaires, qu'elle doive indemniser le particulier, ça paraît tout à fait logique, quoi. Ouais, quand on est... Mais des fois, ils respectent tout aussi. Oui, mais quand on est vulnérable, quand on est une personne âgée ou d'un certain âge et qui est isolée, est-ce qu'il ne faut pas davantage protéger le consommateur que ce qui est le cas aujourd'hui? Non, mais évidemment si. Évidemment si. Oui, M. Cadic. Il y a quand même un délai pour faire opposition. Moi, quelqu'un de ma famille à qui c'est arrivé avec une arnaque au support informatique. Son écran s'était mis à vibrer. Il fallait appeler, qu'elle appelle en fait l'agresseur. On lui a dit donnez-moi un numéro, on va vous mettre un contrat de maintenance sur 1 an. Elle a donné son numéro pour payer. Et puis elle a appris le soir même que c'était une arnaque. Donc le lendemain, on a appelé la banque, on a fait opposition au paiement. Il y a quand même aussi un délai qui permet, normalement, quand c'est suffisamment rapide. Maintenant, quand on s'est fait avoir sur le long terme, effectivement, il y a des délais pour les banques aussi, pour qu'elles se protègent aussi. Donc, il faut effectivement évaluer. Mais aujourd'hui, il y a quand même normalement la possibilité, surtout sur un paiement carte bancaire, de faire opposition avant que l'argent soit définitivement prélevé. Oui, et je voulais remercier Dominique pour son témoignage. Et elle vient de le faire, on va le refaire également. Ne jamais donner le numéro de ces codes d'identifiant de carte bancaire. Voilà, vous l'avez rappelé dans votre témoignage, Dominique. Il n'y a pas que les particuliers qui sont une cible en France. Ces derniers mois, ces dernières années, les exemples se multiplient. Ce sont des grandes entreprises, des administrations, des collectivités locales ou encore des hôpitaux qui sont visés. On a vu comme cela plusieurs communes être victimes, comme Morlaix, Saint-Brévin, ou encore l'hôpital de Brest ou de Versailles. Les modes opératoires sont multiples, mais sont à chaque fois synonymes de vol de données ou de rançonnage. Pour en parler, on va retrouver le maire d'une petite commune en Gironde. Bonjour, Jacques Davoust. Vous êtes le maire de Berson, 1850 habitants. C'est au nord de Bordeaux. Tout s'est passé un 21 février 2025. C'était donc il y a quelques semaines. Racontez-nous ce matin d'hiver où vous vous rendez dans votre mairie et vous avez eu un choc. Racontez-nous. Tout à fait, bonjour à tous. Voilà, c'est pas moi, c'est le DGS, le directeur général des services, qui est arrivé le matin en premier, vers 7 heures. Et il a monté au niveau de son bureau et il a vu au niveau de l'imprimante qu'il y avait pas mal de feuilles qui avaient été imprimées. Et à ce moment-là, il a regardé et il a vu que c'était un message en anglais disant qu'il fallait une rançon si on voulait récupérer l'ensemble de notre fonction informatique. Il a compris que c'était une cyberattaque, il n'a ouvert aucun ordinateur et toutes les pages éditées contenaient le même message. D'ailleurs, toutes les feuilles de l'imprimante avaient été utilisées et multipliées toujours le même message. Donc, il a appelé le prestataire informatique et qui a confirmé que c'était bien un piratage, et on ne connaissait pas encore l'ampleur. Donc un technicien est venu dans la matinée, rapidement de Bordeaux, et a pris en main le serveur, et on a vu que tout était vraiment piraté, cryptage de tous les fichiers bureautiques, ainsi que les logiciels, et cela concernait évidemment la comptabilité, la paix, l'état civil des élections. Qu'est-ce que vous demandez les pirates? Ouais. Qu'est-ce que vous demandez les pirates exactement? C'était de l'argent qu'ils vous demandaient? De l'argent, oui, tout à fait. Mais on n'a évidemment pas répondu parce qu'on a toujours bien dit que c'était évident qu'il ne fallait pas recontacter cette personne. Alors, le cryptage des logiciels était fait, donc ça concernait tout ça. Et le pirate identifié par les services de la gendarmerie, chez qui nous avions porté plainte, a montré que c'était un pirate, enfin, que ça devait être un pirate russe qui était assez connu, qui était suivi par Interpol et qui avait déjà escroqué pas mal de collectivités pour des centaines de millions d'euros. Et ce virus était un nouveau virus qui n'était connu que par des Américains, paraît-il, enfin on n'a pas voulu aller plus loin. Donc une société de récupération des données a été mandatée ce jour. Monsieur le maire, comment est-ce que vous avez réagi et qu'est-ce que vous avez perdu exactement dans cette affaire? Qu'est-ce qui vous a été volé exactement? Alors, tout a été volé et on a pu récupérer la comptabilité 2024 et 2025, la paie, heureusement, parce que la paie des employés avait été faite quelques jours auparavant,
l'état civil et des élections, mais que 2024-2025. Toute l'ancienneté des dossiers était effacée. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences exactes? C'est quoi les conséquences très concrètes pour vous aujourd'hui? Alors les conséquences concrètes, c'est que d'abord le personnel était vraiment choqué. J'avoue que pendant plusieurs jours, on ne réalisait pas trop ce qui nous arrivait. Et on avait beaucoup de difficultés à reprendre le travail. Il fallait tout faire à la main. Il fallait contacter évidemment les différents organismes. Il fallait contacter les gens. Évidemment, les gens ne comprenaient pas quand ils venaient à la mairie. Et de 1850 habitants, vous vous attendiez à être visé par une attaque de ce type? Non, pas du tout. Pas du tout. Normalement, c'est une petite commune, donc on pensait que ça impactait que les grosses communes. Hein. Oui. Allez, on va faire réagir en plateau. Je voudrais d'abord donner la parole à Olivier Cadic. Pourquoi? Parce que vous avez, vous aussi, été la victime de ce genre d'attaque exactement. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression de réagir au témoignage de Monsieur le maire? On vient de voter il y a 2 semaines un texte justement qui est la transposition d'une directive européenne NIS 2 pour élever le niveau de résilience, parce qu'on voit que ce niveau d'attaque est de plus en plus fort chaque année. La problématique, ce n'est pas de bloquer les attaques, puisqu'on voit que ça ne fait que progresser. La problématique, c'est d'être résilient, c'est donc d'apprendre à subir une attaque et de pouvoir redémarrer derrière. Ouais, donc on a un ordre de grandeur du nombre, vous dites de plus en plus. Un ordre d'idée de grandeur? Le nombre, ce que je sais de mémoire, c'est que ça a progressé de 30% l'année dernière, puisqu'il y a un rapport récent qui vient de passer. Pour les hôpitaux, par exemple, c'est 20 hôpitaux sur les 2 dernières années qui ont été totalement arrêtés, avec les risques parfois sur la vie d'êtres humains qui sont bloqués avant le bloc opératoire, justement. Donc on a vraiment, c'est une vraie problématique, c'est une guerre qui nous est faite parfois par des États, parce que c'est parfois des États qui gagnent de l'argent avec ça, on le sait. Parfois, ce sont des grandes entreprises criminelles. C'est aussi une industrie sur le dark web qui s'est organisée. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui a payé pour vous attaquer. Et il sait qu'il a investi dans un logiciel qui va vous attaquer. Et il sait qu'il va avoir un certain pourcentage de gens qui vont aller jusqu'au bout, qui vont payer et qui va recevoir donc le retour. Donc ça fait partie, en ce qui me concerne, pour ma part, c'était plus, je dirais, de l'espionnage. C'était les services secrets chinois qui cherchaient à entrer dans nos messageries, et on était 5 sénateurs à être objet de cette attaque. Mais là aussi, il faut comprendre que les gens sont totalement démunis, et c'est pour ça qu'on a mis en place le 17 Cyber, pour pouvoir avoir une réponse là pour les collectivités directe, et qui puissent tout de suite qualifier ce qui leur arrive, et qu'ensuite ils puissent être emmenés et accompagnés pour pouvoir redémarrer. Eh bien justement, c'est exactement la question que je voulais poser à Monsieur le maire. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti seul face à cette situation? C'est l'impression qu'on a lorsque vous racontez ces événements. Si, tout à fait, parce qu'on pensait peut-être être aidé par certains organismes. Bon, évidemment, les organismes informatiques ont fait leur travail, mais la collectivité, on pensait peut-être qu'on aurait été un peu plus aidé au niveau comité de communes. On s'est débrouillé tout seul, et c'était d'autant plus difficile que moi je ne suis élu que depuis 3 mois. Et qu'on n'était pas encore tout à fait rodé à ce genre de problème, évidemment. Monsieur Verzelen, est-ce qu'on a pris conscience de notre vulnérabilité? Là, on voit une commune de 1850 habitants toute seule pour réagir face à des attaques de bots ou de pirates russes. On se dit que le match est déséquilibré. Évidemment qu'il faut qu'on arrive à monter en niveau technologique pour empêcher ces attaques, mais le vrai sujet, je crois que notre collègue l'a dit, c'est le mot résilient. C'est que personne ne soit seul, laissé à son sort, qu'il y ait des numéros, des professionnels, des gens qui vous encadrent et qui vous conseillent dans ces moments-là. Oui, Olivier Richard, les petites communes aussi, elles doivent s'organiser. Aujourd'hui, c'est un éveil qu'il faut que tout le monde ait, y compris les maires. Merci, monsieur le maire, pour votre témoignage. Je n'avais pas conscience qu'en effet, de si petites communes puissent être visées. Ça pose la question de la formation. Je serais, comme tout le monde autour de cette table, je pense, assez incapable de réagir. Donc, formation et moyens. Mais combien ça va coûter encore? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un budget à mettre dans ce genre de problématiques, monsieur le maire? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pourriez, vous aussi, investir dans les années à venir, ou c'est pas du tout prévu et les budgets sont trop contraints? Oui, il y a une sorte de, je ne sais plus,
De 40 000 euros, normalement. 40 000 euros pour investir, mais enfin bon, dans plusieurs années, hein, ça ne sera pas tout de suite. Et là, on a commencé à investir dans des sauvegardes externes, car nos antivirus avaient été piratés aussi. Oui. Voilà. Oui. Olivier Cadic, des conseils à adresser particulièrement? Et oui, l'argent aussi, ça va être le nerf de la guerre, on comprend. Oui, et puis en plus, là, les ransomware sont passés en deuxième niveau d'attaque. Ransomware, on peut... C'est les rançongiciels, pardon. Oui. Donc, sont passés en deuxième niveau. Donc, puisqu'il y a eu près de 10 millions de données qui ont été volées l'an dernier, donc des données dont les pirates peuvent se servir, donc pour faire de l'hameçonnage. Et pour les collectivités et les entreprises, on voit que maintenant l'hameçonnage arrive en tête des attaques, ce qui fait dire que nous avons quand même un problème parce que nous votons ici des lois, comme par exemple le filtre anti-arnaque qui a été voté dans la loi SREN et il y a quelques années et que ça n'est toujours pas mis en place. Donc on peut quand même se poser des questions. Normalement, on a des systèmes qui permettent de bloquer une URL, donc un site qui vient attaquer. On pourrait le désamorcer si on avait ce filtre anti-arnaque. On l'a voté au Parlement. Il n'a pas été mis en œuvre toujours 4 ans plus tard, et on voit les problèmes qui sont en train de se développer. Donc, il faut aussi être conscient que parfois, le législateur a fait son travail, et au niveau de l'État, de l'administration, ça ne suit pas. Et en l'espèce, c'est la DGE, la Direction Générale des Entreprises à Bercy, qui n'a toujours pas concrétisé ça, alors qu'on avait pour des raisons techniques, solution. C'est parce que la solution technique n'est pas faisable aussi vite que l'intention qui est posée par le législateur. C'est parce que parfois, à l'intérieur de nos administrations, il y a des pesanteurs, il y a des gens qui sont capables de le faire, on voit des rivalités de chapelle et on voit que la solution ne sort pas. C'était une promesse du président de la République de faire le filtre anti-arnaque qui permettrait de bloquer en amont, pour que les gens ne se fassent pas escroquer, qui permettrait de bloquer ces SMS frauduleux, ces attaques. Eh bien, 4 ans après, on n'a toujours pas la solution. C'est lié à notre organisation interne. Et donc, j'espère d'ailleurs que cette émission participera à lancer un appel pour qu'on règle ce problème. La loi a été votée, il faut maintenant l'appliquer pour éviter que les collectivités, les particuliers se fassent attaquer. Eh bien, merci. Merci effectivement pour ce rappel très ferme de votre part et merci à notre maire pour son témoignage. Après avoir entendu ces témoignages sur les nuisances, voire les risques concrets qui nous menacent, voyons quelles solutions existent et comment certains citoyens s'organisent en France. Bonjour Audrey Chipot, vous avez 43 ans, vous êtes parisienne et vous êtes une lanceuse d'alerte. Vous pointez du doigt un autre type d'arnaque, les dérives des influenceurs, notamment via votre compte Instagram où vous décrivez tous les excès, voire les délits de certaines personnalités très suivies en ligne. Votre compte, vos stars en réalité, cumule plus de 141 000 abonnés, c'est pas mal du tout. Alors Audrey, comment est-ce que ça a commencé pour vous, cet engagement dans ce dossier? Au départ, c'est une amie qui vous conseille de créer votre compte Instagram, c'est bien ça? Oui, bonjour, tout à fait. Donc au départ, je suis dans une pause professionnelle et je cherche de l'activité, enfin en tout cas des idées d'inspiration pour mes enfants. Et j'ai une amie qui me dit, ben, va sur Instagram, tu pourras peut-être trouver de l'inspiration pour des activités pour tes enfants. Et donc j'arrive sur Instagram et je tombe sur toutes ces publicités dans les stories d'influenceurs. Et surtout des publicités aux pratiques commerciales trompeuses et parfois même des publicités complètement illégales. Quels sont les contenus contre lesquels vous êtes en guerre exactement? C'est quoi ce qui vous a choqué le plus? Il y a plein de choses qui m'ont choqué. La pratique illégale de la médecine, par exemple, en publicité, ça a été assez choquant. J'ai même été infiltrer ces praticiennes, voilà, illégales, pour voir comment est-ce qu'elles faisaient. Oui, des gens qui se font passer pour des médecins. Quand on touche à la santé des consommateurs, effectivement, ça me perturbe parce que je me dis que quand on n'est pas alerte ou quand on n'a pas un petit peu de connaissances ou voilà, on peut se faire avoir et il peut nous arriver des choses au niveau santé. Après, il y a tout ce qui est placement financier où il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Alors, il y a différents types de placements financiers ou jeux d'argent parce qu'il y a aussi les jeux d'argent. Oui. Et après, bon, il y a tout ce qui est vente de produits X ou Y qui arrivent d'AliExpress ou qui n'arrivent pas d'ailleurs, qui peuvent mettre aussi la santé du consommateur en danger. Puisque ça, j'ai pu avoir des personnes qui se sont retrouvées ou avec de la peau brûlée ou voilà, des choses comme ça.
Et Audrey, sur les arnaques au placement, vous le dites, c'est insidieux, c'est pas frontal, c'est beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce qu'ils promettent exactement? Ils promettent le gain d'argent. Ils promettent le gain d'argent si on suit les conseils qu'ils donnent sur leur réseau. Bon, c'est pas insidieux en fait. Et qu'est-ce qui vous frappe le plus? C'est la naïveté de certains internautes face à ces influenceurs, face à ces stars, ou alors c'est d'abord l'absence de scrupules de ces influenceurs? L'absence de scrupules, parce que la naïveté, on en a tous, à différents niveaux, dans différents domaines. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne connaîtra pas demain et qu'il ne fera pas demain attention, quoi. Oui. Et pour être très concret, vous avez aussi fait des présentations aux élèves, camarades de classe de votre fille, pour aussi voilà, en parler aux jeunes, et parce que c'est d'abord à eux qu'il faut s'adresser aujourd'hui, vous le croyez? Ah oui, je pense qu'il faut alerter les plus jeunes, mais pas que, les parents aussi. En fait, il faut alerter tout le monde, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la question que vous aviez préparée pour les sénateurs? Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pensez réussir à contraindre les plateformes qui, bien souvent, sont situées hors Europe, qui sont détenues par des milliardaires européens qui investissent en Europe, donc il y a des enjeux économiques dans tout ça, à les contraindre à respecter nos lois et à ne pas favoriser la publicité, toutes ces publicités qu'on peut voir sur plein de réseaux et en direct sur leur plateforme, parce que c'est le business model des plateformes, c'est de vendre de la publicité pour qu'elle soit gratuite, pour que les plateformes soient gratuites aux utilisateurs. Olivier Richard. Parce qu'on le rappelle, ça c'est interdit, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, c'est interdit de la même façon, on ne le sait pas forcément, mais ça l'est bien. Mais vous avez dit quelque chose, bonjour madame, l'essentiel est là, on ne le sait pas vraiment. En réalité, je pense que l'essentiel, c'est la formation et l'information aux parents, aux élèves. Vous parlez des risques financiers, on entend ce matin que TikTok va devenir une plateforme marchande. On sait qu'il y a une commission d'enquête de nos collègues à l'Assemblée nationale sur les dangers que TikTok peut représenter pour la santé mentale des enfants, puisqu'il y a eu plusieurs suicides qui pourraient être liés aux messages qui sont véhiculés sur cette plateforme. C'est tellement vaste en réalité, on passe de l'arnaque, la vente de produits médicaux pas du tout certifiés, à de l'influence pure de nos enfants. Je vais aller jusqu'au risque cyberpédopornographique. Il faut plus d'informations, il faut que les parents soient au courant. Et je constate qu'ils ne le sont pas du tout. Qui sait aujourd'hui en France que les enfants ne sont pas censés accéder aux réseaux sociaux avant 13 ans avec accompagnement parental et 15 ans sans accompagnement? Je pense qu'on ne le sait pas du tout assez. Il faut insister là-dessus. Monsieur Verzelen, la responsabilité, on parle bien de celle des plateformes aussi. Il n'y a pas que ces créateurs de contenu. Est-ce qu'il faut en faire davantage contre ces plateformes? Oui, alors déjà, c'est des métiers assez nouveaux. Alors ça a quelques années, mais donc on a encore un peu de mal à appréhender les choses. Vrai. C'est quoi un influenceur? Vous vous sentez dépassé, vous, en tant que parlementaire? En tout cas, moi, instinctivement, j'avais pas conscience du niveau, du montant, des volumes que tout ça représente, mais on voit bien que ça pèse. Il y a des influenceurs qui ont été condamnés dernièrement, donc le sujet quand même commence à avancer. Oui, Nabila, très connue, oui. Et le métier lui-même, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer, je ne sais plus si c'était un syndicat ou représentant de la profession des influenceurs, qui eux-mêmes essaient de réguler les choses en dénonçant ceux qui ne respectent pas la règle. Donc, la chose est en train d'avancer. D'accord. La grande question qu'il y a derrière, c'est celle que pose madame. C'est quoi le statut des plateformes? Est-ce que c'est juste donc des plateformes où les gens mettent des choses et elles sont diffusées? Ou est-ce que ce fameux algorithme, là, cette nouvelle lettre qu'on appelle l'algorithme, est-ce que l'algorithme est responsable? Et est-ce que ces plateformes sont des éditeurs? Et est-ce que ces plateformes sont responsables de ce qui est diffusé sur leur réseau? Moi, je pense que oui. Alors après, on est sur un sujet lourd, hein, parce qu'on parle avec des mastodontes financiers qui ont un pouvoir très important, mais le vrai sujet est là. Audrey Chipot, vous vouliez réagir, on vous écoute. Alors effectivement, je rejoins sur la problématique des algorithmes, parce qu'aujourd'hui, quand même, on le sait, les algorithmes sont modulés, on va dire ça comme ça. Et effectivement, quelqu'un qui va commencer à regarder, on parle notamment des jeunes là, qui commencent à regarder des contenus un petit peu, on va dire dark, auront de plus en plus de ce type de contenu qui vont arriver dans leur réseau. Olivier Cadic, une réaction, un vrai sujet, un vrai danger de ces algorithmes, de ces plateformes. On en a pris assez suffisamment la conscience? Oui, et je voudrais rendre hommage à notre collègue député des Français de l'étranger, Stéphane Vogetta, qui a créé une loi donc, pour lutter contre ces influenceurs.
Ça touche aussi d'ailleurs parfois des Français à l'étranger qui étaient à Dubaï et qui agissaient directement. Grâce à cette loi, maintenant c'est cadré, on a défini ce que c'est un influenceur, on met des obligations depuis l'étranger. Si vous voulez impacter un public français, vous devez avoir un représentant légal dans l'Union européenne et qui a une assurance responsabilité civile. Donc il y a vraiment un travail fourni qui a déjà été proposé d'un point de vue législatif. Maintenant, et vous avez raison madame, mais vous savez, ça ne touche pas que les jeunes, ça touche aussi les adultes. Et c'est en Roumanie qu'avec TikTok, les électeurs sont passés, on est passé en quelques semaines de 1% à 24% pour un candidat d'extrême droite que personne ne connaissait. Et c'est uniquement par des habiles jeux sur TikTok qu'on a réussi à faire évoluer toute une population. Ça peut avoir des impacts très lourds. Là, c'est un exemple extrême, mais vous avez complètement raison. Et ce sont des nouvelles technologies. Ça existe depuis toujours, cette tentative d'influencer. Mais aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent de le faire très vite, à très grande échelle. Et c'est ça qui est effectivement le plus effrayant. Merci Olivier Cadic et merci beaucoup à vous Audrey. On va continuer dans cette émission et rencontrer notre dernier grand témoin dans ce dialogue citoyen. Bonjour Marie-Lise Lemarié, vous avez 34 ans, vous êtes conseillère numérique dans le Calvados et vous organisez des ateliers numériques de prévention pour apprendre à éviter les pièges. Ce dispositif a été lancé en 2021. Avant de vous entendre, on va regarder vos outils pour vos ateliers. Donc la mallette cyber, la voici. C'est un outil ludique, pédagogique, qui a été créé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et par cybermalveillance.gouv.fr. Donc dans un premier temps, ici, on a 3 livrets. Le premier est vraiment destiné aux médiateurs et médiatrices numériques. Ensuite, on va avoir un cyberguide famille des 10 bonnes pratiques essentielles. Et puis ici, on a le support de médiation à partager avec les usagers qui va reprendre les différentes menaces que l'on va pouvoir aborder pendant ce jeu. Alors Marie-Lise, finalement, on fait rien de mieux que le papier et l'information sur un livret pour se défendre des cyberdangers. Oui, parce que ça apporte le côté ludique et ça permet aussi aux personnes de vraiment participer et se sentir libres de parler. Décrivez-nous votre initiative exactement. Qu'est-ce que c'est que ces ateliers que vous organisez alors ? Alors en fait, quand j'ai commencé mon poste à la communauté de communes Valais Dunes dans la maison de service, on m'a laissé carte blanche. Je me suis dit, qu'est-ce qui aujourd'hui est très attendu concernant le numérique ? Évidemment, il y a plein de choses. Mais quand j'entendais parler mon entourage, mes collègues, et qu'on ne savait pas forcément comment faire pour les identifier et aussi pour ne pas être victime. Donc, c'est vraiment une thématique que je propose chaque semestre, c'est comment identifier une arnaque et quoi faire. Oui. Il y avait eu beaucoup de cas d'arnaque autour de vous, beaucoup de témoignages qui vous étaient remontés. C'est pour ça que vous vouliez aussi réagir ? De tentatives, oui. Comme vous l'avez dit dès le départ, les SMS, les appels, les mails, tout le monde reçoit ça quotidiennement en ce moment. Alors, justement, quel est le type de public que vous recevez ? Est-ce que vous pouvez dire c'est d'abord les seniors qui se sentent dépassés ? Est-ce que c'est des citoyens de tous âges ? C'est plutôt des jeunes ? Quel est le type de public que vous rencontrez ? Ça va vraiment être des personnes âgées, en toute sincérité, qui sont très très vite dépassées par ces nouvelles technologies, qui ont l'impression d'ailleurs que ces arnaques viennent d'Internet. Alors moi, mon but, c'est de leur expliquer, comme il a été dit tout à l'heure, que les arnaques, elles existent depuis toujours, mais qu'elles se sont adaptées à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire le SMS, les appels et les mails, etc. Et donc, ça les effraie énormément et ça les empêche même de faire des démarches qui doivent se faire par ordinateur ou sur smartphone ou tablette. Donc, mon but aussi, grâce à ces ateliers, c'est de les rassurer et aussi de les déculpabiliser. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes comme Dominique qui ont été victimes. Et ben, mon rôle, c'est de leur dire aussi, ça arrive et c'est pas grave. La prochaine fois, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, mon premier conseil, c'est de ne rien faire dans ces cas-là. Mais j'ai aussi des jeunes. Je tiens à enlever un peu le cliché que les jeunes sont nés avec Internet, donc ils savent tout faire. C'est pas vrai. On a aussi des jeunes qui se font influencer, évidemment, et qui n'ont pas forcément connaissance des bonnes pratiques à avoir sur ces arnaques. Oui. Donc, des très jeunes, ça arrive, oui.
Et alors, vous le dites aussi, des arnaques de plus en plus liées à l'actualité. Par exemple, une zone à faible émission qui est lancée dans une partie du territoire de votre département. Et hop, les arnaques qui tout de suite se greffent sur cette actualité. Ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est des phénomènes nouveaux. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, c'est pour ça que ça fonctionne très bien aussi. Dès que quelque chose est connu du grand public, l'arnaque, elle va mettre très peu de temps à se mettre en place sur ce sujet-là. La carte vitale, là, je vais le préciser, du coup, avril, ça va être la déclaration des revenus pour les impôts. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une tentative massive d'arnaque concernant ce sujet. Alors justement, on va retourner voir une de nos citoyennes qui avait témoigné un peu plus tôt dans l'émission. Dominique, quand vous entendez voilà, ce que vient de dire notre dernière citoyenne, que ça vous évoque? Alors moi, je voudrais savoir comment on peut se procurer cette mallette. Voilà. Parce que moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Famille Rurale, où on a aussi un conseiller numérique, et je pense que ça l'intéresserait d'avoir ce type de mallette pour effectivement renseigner les gens et puis les prémunir aussi, voilà, d'une arnaque éventuelle pour pas qu'ils tombent dans le même panneau que moi. Allez-y, Marie-Lise. Ouais. Pour avoir la mallette cyber, je sais qu'on avait eu, en tant que conseiller numérique, une newsletter. En fait, on en a 1 à 2 fois par mois, qui nous avait averti de la sortie de cette mallette. On avait possibilité de la commander et de la recevoir dans notre structure directement. Ouais. Donc, il faudrait revoir sur la newsletter ou demander à un autre conseiller numérique. Là, comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai rempli un formulaire pour pouvoir la recevoir. Voilà, on voit que ça veut discuter entre citoyens sur les bons plans pour lutter contre toutes ces arnaques. Olivier Cadic, qu'est-ce que ces ateliers vous évoquent? Alors, merci à Marie-Lise. Il y a une demande, on le voit. Mais, oui, et puis elle met en valeur le travail de cybermalveillance.gouv.fr, et je voudrais saluer le travail de Jérôme Notin qui dirige cette structure et de toutes ses équipes qui fournissent justement, dans le cadre de formation, ces outils. Vous pouvez les retrouver sur le site, comment les obtenir. Et donc, merci pour ce que vous faites, parce que la réussite, c'est quand on travaille de façon collective. Il y a des gens qui ont conçu ces outils. Pour l'heure, c'est une goutte d'eau, hein, monsieur Cadic, on est d'accord. Mais c'est un travail collectif, et c'est grâce à des gens comme Marie-Lise qu'on peut faire passer, c'est, je dirais, le dernier kilomètre, celui vers l'utilisateur, pour que, entre celui qui a imaginé la façon de se protéger et celui qui va enseigner à la personne qui peut être la cible, tout le monde a un rôle à jouer. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous faites ça par vous-même, qui avez compris que c'était un besoin pour la population. Merci, 1000 fois merci. Marie-Lise, qu'est-ce que c'est le conseil, ou très rapidement les petits conseils que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Le tout premier conseil que je donne, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à un SMS, on ne clique pas sur un lien donné par un SMS, on n'ouvre pas une pièce jointe d'un expéditeur qu'on ne connaît pas, on ne répond pas à un appel d'un numéro qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment nous joindre, nous contacter, il laissera un message sur le répondeur, ou il le fera via la messagerie sécurisée de la banque, par exemple, ou même des impôts, parce que les impôts... on a tous une messagerie sécurisée, donc on ne fait rien. Parce qu'on l'a vu en plus, pour nous arnaquer, on va vite être victime d'une pression. Il y a une notion d'urgence, on essaye vraiment de nous faire peur, de façon à ce qu'on ne réfléchisse pas, et dans la précipitation, c'est là qu'on va faire l'erreur et donc se faire arnaquer. Donc vraiment, moi, ce que je dis en premier, c'est ne faites rien. Et puis, quand on est tout petit, on nous apprend par exemple à ne pas ouvrir la porte de chez nous et à parler à des inconnus, à donner des informations sur soi. Il faut transposer ça maintenant dans le monde virtuel, c'est exactement pareil. Ne pas communiquer de données sensibles et personnelles, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, etc. Il faut garder ça pour soi, vraiment, ne rien faire. Oui, Monsieur Verzelen, on entend Marie-Lise qui nous dit des arnaques de plus en plus sophistiquées en lien avec l'actualité. On peut se dire qu'on est au début d'une lutte qui va être sans cesse de plus en plus compliquée, non? Y compris pour vous, pour les législateurs. Ça m'inspire deux choses. Premièrement, les personnes isolées, les personnes âgées. Plus nous aurons une politique du tout numérique, et de moins en moins en chair et en os, plus ces personnes seront exposées. Donc il faut toujours avoir dans tout ce qu'on vote, ou tout ce qui se déploie en termes d'action publique, toujours réfléchir à la personne seule, isolée, qui sera évidemment peut-être plus exposée qu'une autre. Et ensuite, pour les jeunes,
il semblerait quand même qu'au cours du parcours scolaire, alors je ne sais pas à quel niveau, moi je ne suis pas assez calé pour ça, mais que ces sujets des réseaux sociaux, des arnaques en ligne, que tout ça quand même soit évoqué pour sensibiliser les uns et les autres, parce que c'est à cet âge-là que ça se fait quand même. On arrive à la fin de cette émission, on peut finir avec un petit tour de table de conclusion, de résumé de tout ce qu'on s'est dit. Madame Richard, on le voit, il y a aussi le besoin encore de présence physique, d'accompagnement dans les territoires, dans les départements, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous et qu'on a besoin de cette formation au long cours. On a besoin de formation, mais je vous rappelle qu'on a commencé sur le démarchage téléphonique. Donc là, ce n'est pas nécessairement des outils numériques très perfectionnés. Il faut faire attention comme on a toujours fait attention et ne pas faire des mesurements confiance. Mais oui, la formation, c'est la clé de tout. Et pour répondre à mon collègue, c'est en primaire. On passe le permis Internet juste après le permis piéton. C'est un moment où on apprend qu'Internet, c'est comme la rue. Et donc, on n'y fait pas n'importe quoi. On ne se comporte pas mal. On ne montre pas des photos de soi tout nu et on ne donne pas d'informations personnelles. Voilà. Et le mot de la fin pour vous, Monsieur Cadic, ce sont des problématiques nouvelles. On voit qu'il y a aussi la difficulté pour le législateur d'accompagner, de suivre. Mais vous dites, on a ces solutions techniques aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur du futur. Si il y a le feu, vous appelez le 18, les pompiers. Si quelqu'un tombe dans les vapes, vous appelez les urgences, le 15. Eh bien, si vous êtes attaqué dans la rue, c'est le 17. Et si vous êtes attaqué chez vous, sur votre ordinateur, depuis le 17 décembre, vous avez le 17 cyber qui vous permet justement d'aller au contact des forces de police qui vous aident à vous sortir de là, à qualifier ce qui vous arrive. Parce qu'effectivement, la grande différence avec le cyber, c'est qu'on peut se faire attaquer dans son salon, on l'a vu, à son bureau. Et que ça, c'est un changement total. Il faut s'adapter. C'est, comme l'a dit justement Olivia Richard, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Internet, c'est comme la rue. Il faut, et comme l'a dit Marie-Lise, il faut, ce qu'on fait, on ne fait pas avec un inconnu, on ne le fait pas non plus sur Internet. Eh bien, merci pour cette conclusion. C'est la fin de cette émission. Merci aux Français et aux Françaises qui ont participé à ce débat. Merci à vous trois, sénateurs et sénatrices présents en plateau. Un grand merci aussi aux équipes techniques et éditoriales qui ont permis de réaliser cette émission sur le nouveau numéro de Dialogue Citoyen. Notre émission est à retrouver sur publicsénat.fr et c'est une nouveauté. Elle est également disponible en podcast et ce, sur toutes les plateformes disponibles. À très vite pour un nouveau numéro de Dialogue Citoyen. Très belle suite des programmes sur Public Sénat. C'était très intéressant et j'ai trouvé que les 3 sénateurs, ils étaient vraiment très au fait de ce qui se passe aujourd'hui concernant tous les types d'arnaques en fait. On apprend pas mal de choses et ça m'a donné une idée d'ailleurs au sujet des arnaques, de faire des réunions publiques dans ma commune. Les sénateurs étaient très au fait de tout ce qui se passe et que malheureusement ils votent des lois mais qui tardent beaucoup à être appliquées et ça je trouve ça dommage.